Élection 2019 des chambres d'agriculture, le grand débat. Alors on commence d'abord autour du rôle et des missions des chambres d'agriculture. Alors d'abord en fait pour vous, quelles sont les missions prioritaires que devront gérer les chambres demain et au cours de cette prochaine mandature? Et est-ce qu'il y a des orientations à changer ou non donc pour cette prochaine mandature? D'accord, merci. Eh bien, bonjour à tous déjà. Donc pour répondre et puis ne pas trop prendre de temps pour qu'on ait effectivement laissé la place aux questions, le rôle des chambres d'agriculture, il doit de toute façon évoluer en fonction aussi de l'évolution de l'agriculture. Donc bien sûr que pour la prochaine mandature, on devra aussi s'adapter et adapter les missions et le rôle des chambres aux différentes évolutions. Donc après, moi je vais peut-être me permettre de parler peut-être un peu plus sur le rôle des chambres vis-à-vis des jeunes et de l'installation, ou bien sûr là dans le développement et les outils à mettre en place sur l'installation, on devra aussi s'adapter aux nouveaux profils, aux différentes évolutions, et on va marquer aussi un point d'honneur à ce que des outils soient mis en place aussi pour la transmission des exploitations agricoles. On a vu aujourd'hui encore que le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place des choses très très évidentes pour accompagner les cédants. Ça va nécessiter que dans nos chambres d'agriculture, on puisse aussi développer de nouvelles formules, de nouveaux dispositifs pour que chaque cédant puisse être accompagné aussi de manière personnalisée. C'est en tout cas ce qu'on souhaite voir évoluer. Et puis après, le rôle et la mission des chambres, c'est d'accompagner bien évidemment l'ensemble des agriculteurs pour développer et amener leur outil vers des performances économiques, techniques, pour répondre aussi aux différents enjeux sociétaux. Voilà. Très bien. Alors en 3 mots, représenter, conseiller, accompagner. Représenter, puisque ces élections permettent aux agriculteurs de choisir leurs représentants, c'est donc important de voter, de montrer l'importance que les agriculteurs accordent à ce scrutin, que la puissance publique a voulu au titre de la représentativité, donc des forces en présence. Choisir ces représentants, des représentants qui leur ressemblent, pour une gouvernance politique au sein des chambres d'agriculture, pilotée par des agriculteurs eux-mêmes en activité. Conseiller, parce que c'est la mission première. Notre métier évolue beaucoup, les besoins en compétences évoluent aussi, les agriculteurs ont besoin d'être conseillés sur les différentes techniques, sur les différentes évolutions de gestion d'exploitation, sur les différents éléments de transition dans les exploitations agricoles. Le conseil et la formation sont des éléments essentiels et c'est le cœur de métier des chambres d'agriculture. Former, conseiller pour accompagner dans un monde qui bouge énormément et où les sollicitations sont fortes au plan économique, social, environnemental, territorial, au plan aussi de l'organisation de son travail, de la relation avec la société, de la reconnaissance du métier d'agriculteur, communication positive. Les chambres d'agriculture ont capacité à accompagner. Puis il y a un mot-clé qui est très très fréquemment évoqué par les agriculteurs, c'est la notion de proximité. C'est un débat très fort qui vient aussi par rapport à une mutualisation interdépartementale de certains services des chambres d'agriculture. La volonté des agriculteurs est d'avoir une réactivité et de la proximité. Et quelles évolutions, qui est l'autre partie de votre question, l'évolution de la société aujourd'hui et de son rapport à l'agriculture fait aussi que les chambres auront besoin probablement de se réorganiser pour raisonner peut-être moins en silo. Beaucoup de chambres sont organisées avec le pôle animal, le pôle végétal, le pôle aménagement et le pôle entreprise. C'est grosso modo l'organisation classique en chambre. Il faudra probablement de la transversalité, d'une part parce que l'évolution de la société l'appelle, les politiques publiques et la politique européenne aussi. Oui, bonjour à tous, Bernard Lannes. Donc nous, de nos mots, déjà la gestion, parce que de toute façon, quand on a déjà 3 chambres et on les a toujours gardées, la gestion c'est qu'on a fait mieux avec moins, parce qu'en fait, on a baissé l'imposition et en même temps, on a remis dans certaines, comme dans le Calvados, des ouvertures dans les cantons avec de la proximité. Donc je reviens aussi sur le mot proximité que disait Christiane, proximité, mais nous ce qu'on voit c'est qu'il y a eu une marche forcée en avant avec la régionalisation,
Alors, dans certaines régions comme la Bretagne, où il y a eu déjà des pas en avant, pas de problème. Mais quand je prends Aura ou comment dire, aussi la Nouvelle-Aquitaine et nous dans le sud aussi, ces grandes régions ne correspondent plus à tout ça. Donc proximité, ça veut dire qu'on veut garder une indépendance et on ne voit pas comment les ressources humaines seront réglées depuis une région, tout en ayant des chambres d'agriculture qui seront des satellistes, comme les ex-GDA qu'on connaissait dans nos cantons. Donc de toute façon, ça, nous on s'y engage. Alors bien sûr, très clair, la mise en commun de moyens et tout, on est d'accord. De la comptabilité, pour la gestion et pour l'organisation, oui, mais les ressources humaines, chaque chambre d'agriculture doit garder son caractère, et son caractère notamment à travers les hommes et les femmes qui la gouvernent. Et après, je veux dire, transparence et accessibilité à nous tous. Moi, je parle tout simplement de la mienne. Accessibilité à tous, pourquoi? Parce que quand je vois que dans la mienne, pour aller voir le juriste de la Chambre d'agriculture, il faut que je passe par un juriste de la Fédé, moi, ça me gêne. Donc, dans ces affaires-là, je crois que nous, chez nous, les syndicats sont en dehors de la Chambre. Il y a des bureaux autour, il y a des choses pour ça, et je pense qu'à ce moment-là, la Chambre, c'est le lieu de tous les agriculteurs. Celui ou celle qui la prend doit gouverner avec l'ensemble. Bien sûr qu'il y a une majorité qui se décide. Il y a des options qui sont prises, mais je rappelle que c'est un organisme consulaire qui nous appartient à tous, et donc tout ça, avec de la transparence, ça ira beaucoup mieux. Faire mieux avec moins, disait tout à l'heure Bernard, là, en entendant son propos. Voilà une question qui m'interpelle, parce que depuis 20 ans maintenant, on voit les budgets des chambres d'agriculture se réduire comme peau de chagrin, des engagements de l'État, là comme ailleurs, et je trouve que c'est assez insupportable, à un moment où véritablement les chambres d'agriculture doivent retrouver un rôle premier. Le citoyen français aujourd'hui s'interroge sur le devenir de son agriculture, sur la qualité des aliments qu'on lui propose à manger et sur cet entretien des paysages fait par les agriculteurs. Quelle place des agriculteurs dans la société? Je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse d'avoir de budgets conséquents sur les chambres d'agriculture. Et je voudrais revenir sur la gouvernance des chambres d'agriculture. Alors certes, les majorités qui se dégageront au prochain scrutin mettront en place des équipes pour gérer ces chambres d'agriculture, et jusque-là ça me paraît assez légitime. Sauf que la problématique est tellement importante dans la vie des chambres d'agriculture que je souhaiterais, moi, que le MODEF, on a mené une réflexion là-dessus, pour qu'il y ait des réunions participatives tout au long de l'année, où les divers syndicats qui sont présents sur le territoire d'un département puissent ensemble agir, réfléchir et agir efficacement au développement de l'agriculture. On parle par exemple de la mise en place urgente d'agroécologie, sauf que ça ne va pas se faire en claquant des doigts, et il y a des divergences de vues entre les syndicats que nous représentons les uns et les autres, et je crois que là nous avons ensemble, au-delà de nos divergences, à un moment donné, un travail efficace à faire au service de l'agriculture, des agriculteurs et des consommateurs. Donc les rôles et missions des chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture, on leur confie le rôle de développer le développement agricole. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a quand même une faillite dans cette mission des chambres d'agriculture, au sens où elles sont de moins en moins de proximité. J'entends beaucoup parler de proximité. Moi, je vois surtout que dans les fermes, ce qui passe, c'est des techniciens, des grandes firmes, des marchands d'aliments ou des marchands d'appro qui font leur boulot. Hein. J'étais marchand d'appro avant d'être paysan. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est des techniciens qui soient sur le terrain et des techniciens qui accompagnent. Exemple, la sécheresse aujourd'hui, quand on prend dans les divers départements qui sont touchés par la sécheresse, on voit bien que c'est les uns viennent proposer de la canne de maïs pour remplacer la paille, les autres viennent proposer de la drèche de bracherie, et il n'y a pas de réflexion collective qui sont initiées par les chambres d'agriculture. Alors par manque de moyens peut-être, je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait pas, mais ce rôle-là n'est plus rempli, et aujourd'hui je pense que ça serait important. Nous, à la Confédération Paysanne, on estime que les chambres d'agriculture, c'est des outils importants. Et ces outils importants, ils doivent être à proximité des paysans, donc avoir un maximum de techniciens sur le terrain qui viennent au contact de paysans et de paysannes. Et on voit bien aussi qu'un des mâles qui ronge l'agriculture, c'est quand même cet isolement des paysans et des paysannes dans les fermes, et les chambres d'agriculture doivent être à même de pouvoir rompre cet isolement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous semble
important. Après, en termes d'accompagner le développement de l'agriculture. Accompagner le développement de l'agriculture, c'est interroger le modèle agricole, mais je pense qu'il y a des questions sur lesquelles on reviendra après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ça veut dire que c'est donner les moyens aux paysans et aux paysannes de se former pour affronter les grands changements qui vont arriver dans les années à venir sur l'agriculture. On voit bien qu'il y a tout un tas de structures parallèles, je pense notamment dans mon canton, à la FEVEC, qui est la Fédération des groupements vétérinaires, qui propose énormément de formation à des médecines alternatives, à des soins alternatifs. Ça devrait revenir aux chambres de proposer ces formations et d'être proactives sur l'accompagnement d'un nouveau modèle agricole qui soit plus en phase avec ce que la société attend de l'agriculture. Et donc là, il nous semble qu'il y a une faillite des chambres d'agriculture. Peut-être qu'il faut effectivement mutualiser certains services, comme le disait Bernard Lannes. Nous, on reste persuadés à la Confédération Paysanne, dans les chambres qu'on a l'ambition de gérer, de remettre des gens sur le terrain, d'avoir un maximum de proximité avec les paysannes et les paysans, pour être au plus proche de leurs besoins, d'accompagner la formation, d'accompagner la transmission. Il y a un enjeu, mais je pense qu'on y reviendra aussi après, et Jérémy l'a abordé, il y a un enjeu immense de transmission et d'installation dans les années à venir. Donc voilà, nous, il nous semble que la mission première des chambres d'agriculture, ça serait de remettre des gens sur le terrain, au plus près des paysannes et des paysans, pour les accompagner dans leur quotidien de leur métier. Justement, enfin, donc il y a la PAC, l'installation, les politiques environnementales, le conseil technique, les gestions de projets. Donc en matière d'accompagnement des agriculteurs, plus précisément, qu'est-ce qui, selon vous, doit relever du service d'intérêt public, gratuit et accessible à tous? Les chambres d'agriculture ont des missions de service public, ont aussi des priorités définies par les élus politiques. La grande majorité des chambres d'agriculture axent beaucoup sur la question de l'installation des jeunes agriculteurs, en y consacrant des moyens importants de l'impôt chambre pour avoir des tarifs soit gratuits, soit le moins cher possible, accessibles aux jeunes. C'est la même chose pour la formation. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture assurent près de 55% des formations dispatchées dans le domaine agricole. Elles sont l'organisme de formation qui fait le plus d'heures de formation en volume, donc elles remplissent cette mission-là de formation continue des agriculteurs. Ensuite, il y a très souvent l'accompagnement des publics vulnérables, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des agriculteurs en difficulté, beaucoup d'associations sont créées pour venir en aide aux agriculteurs qui connaissent des difficultés, que ce soit des difficultés naissantes ou des difficultés installées, voire l'accompagnement via des structures qui s'appellent Aide ou Réagir et qui sont pilotées par les chambres d'agriculture, qui mettent autour de la table l'ensemble des acteurs. Et puis, certaines chambres d'agriculture font le choix de zoomer plus, qui sur la mise en avant de l'agronomie dans les exploitations, qui sur la mise en avant de l'optimisation de la gestion, la recherche d'une meilleure connaissance des prix de revient, en mixant formation et conseil. Donc, quand on est dans le Gers, quand on est dans le Finistère ou quand on est en Lozère, les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais ce sont les élus politiques de chaque territoire qui font les choix en fonction de leur spécificité. Quand on est en Pyrénées-Orientales, où j'étais hier, ou dans la Nièvre, où j'étais la semaine dernière, la prépondérance des productions n'est pas la même. Donc je pense qu'il n'y a pas une recette commune, identique, ni une clé magique. Ce sont des professionnels élus à la Chambre qui décident des priorités. Et nous avons cette chance d'avoir cette latitude dans les chambres d'agriculture, de choisir la politique tarifaire, si on peut dire, ce que l'on fait de gratuit, ce sur quoi on met de l'argent impôt chambre, et ce sur quoi on dit ça doit être dans le champ concurrentiel avec les autres acteurs. D'accord. Quand j'entends parler, oui, de toute façon, par rapport à la diversité, je suis entièrement d'accord. Nous, dans le sud-ouest, mettons, quand la grippe aviaire est tombée, et notamment dans mon département en premier, mais on l'a suivi 2 ans, et après dans les Landes, la première chose qui a été faite, et notamment dans notre chambre du 47, c'est que les techniciens chambres sont allés directement sur les élevages pour être à côté des éleveurs. Pourquoi? Parce que, en fait, quand arrive une catastrophe, ou même un séisme comme ça, c'est quand même la chambre qui doit être sur le front pour commencer à organiser et à piloter. Parce qu'en fait, en face, comme on disait tout à l'heure, on a beaucoup d'acteurs économiques, mais nous, ce qu'on veut garder avec les chambres d'agriculture, c'est des acteurs en dehors de ce système économique. Parce qu'en fait, un technicien de COP, quand il vient, aujourd'hui, il n'a que le nom que de technicien, parce qu'en fait, derrière, c'est un commercial. Tandis qu'à la chambre, on a des compétences, on a du savoir-faire, on a un réseau, et on a de quoi organiser pour être aux côtés des agriculteurs au plus près. Quand on a besoin de monter des bâtiments, quand on devient des consommateurs d'espaces agricoles, quand on veut construire et qu'on veut avancer, on a besoin d'une chambre à nos côtés, et c'est pour ça que la proximité, c'est vraiment le maître mot, mais
mais j'en reviens quand même à ce qui se passe. Ce n'est pas avec de l'isolement après dans des grandes régions. Il va falloir garder une proximité, une spécificité. Ça a un prix. Et quand je vois la marche forcée qui avait été faite, je pense qu'il faudra remettre tout ça à plat. Et il est temps de montrer aussi des contre-pouvoirs, parce qu'il faut prouver aux agriculteurs que ces outils-là ne doivent pas nous échapper. Et je le redis, malheureusement, nous sommes devenus en quelques années des DDT bis, parce qu'en fait, l'État a dégraissé au niveau des fonctionnaires, les chambres ont récupéré à l'organisme consulaire des missions qu'elles n'avaient pas, mais ce qu'on avait gratuit à la DDT, on l'a payant maintenant dans les chambres, d'accord? Oui, bien évidemment qu'on a besoin d'une chambre d'agriculture de plus en plus présente sur les territoires, au service des agriculteurs, pour les accompagner. Alors, ça a été dit, mais je suis obligé de reprendre, ça a été la grippe aviaire, mais c'est aussi la sécheresse qu'on a vécue malheureusement cette année. Autant de problématiques auxquelles doivent faire face les agriculteurs. Et là, j'allais dire au pied levé, ils ont besoin d'un accompagnement sérieux. Sérieux et gratuit. Parce que véritablement, la Chambre d'agriculture et ses techniciens qui doivent accompagner les agriculteurs, ça doit être un service public gratuit au service de cette agriculture. Oui, mais tout ne peut pas être gratuit. Pourquoi le service ne le serait-il pas jusqu'à une certaine mesure? Alors si l'agriculteur a besoin de 8 heures pour être accompagné pendant... Voilà, on pourrait mettre des espèces de quotas, ou une espèce de boîte de tirage où chacun pourrait aller pour justement obtenir ce service public. Qu'est-ce qui s'est passé? Il suffit de regarder objectivement ce qui s'est passé. Effectivement, de ce service public Chambre d'agriculture en matière de développement, on est passé à des techniciens de l'agro-business qui interviennent pour porter, soi-disant, du conseil. Moi, je ne remets pas leurs compétences en doute à ces hommes-là, sauf qu'on sait les uns et les autres de quelle façon les choses sont ciblées au départ. Ces gens-là roulent avant tout pour leur boutique. Ils vous inviteront sûrement pas à faire des économies sur les intrants ou toute autre chose qui concerne directement leur boutique. Véritablement, il faut redonner des moyens techniques à l'agriculture, parce que on est dans une telle impasse aujourd'hui que il faut être ambitieux en matière de développement agricole. Le pays en a besoin, l'agriculture en a besoin, mais le pays en a besoin. On est véritablement dans une impasse. Si on prend l'installation, à un moment donné, la seule solution qui était proposée dans notre pays, c'était la panacée, c'était moderniser, nous disait-on. Il fallait moderniser l'exploitation agricole, mais les agrandir à tout va. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a envoyé une majorité d'agriculteurs dans le mur. C'est d'autres solutions qu'il fallait proposer. Et ça n'a pas marché jusque-là. Alors il faut avoir l'ambition de trouver d'autres solutions. Et les chambres d'agriculture doivent y participer efficacement. La question, c'est sur le service payant ou le service gratuit, hein, sur les chambres. C'était ça. C'est ça, c'est ça. Nous, il nous semble à la Confédération paysanne qu'effectivement, il y a des services qui se doivent d'être gratuits. L'accompagnement, le conseil, tout ce qui est service aux agriculteurs, aux paysans et aux paysannes, ça doit être gratuit. Après, les chambres d'agriculture, elles ont, de par leur fonction, une vision globale du territoire et du paysage agricole qui leur confère une certaine expertise, et que cette expertise, elle peut être valorisée à des fins, je pense notamment dans l'élaboration des PLU, dans l'élaboration des SCOT, et à ce niveau-là, ces services doivent être payants. On doit pouvoir faire payer ces services, les compétences des gens qui travaillent dans les chambres d'agriculture, le travail des élus qui aboutit à un diagnostic de territoire, il doit être valorisé par un service payant auprès des collectivités. Si par exemple on décide sur une zone de mettre en PEN une zone agricole protégée, il y a un long travail de recensement, il y a un travail de contact auprès des paysans au service de la collectivité ou de la communauté d'agglomération qui va établir le PAEN, à ce moment-là, ce service, effectivement, doit être payant et doit rémunérer la Chambre. Donc, en gros, c'est comment on arrive à trouver l'équilibre entre les services payants et les services gratuits, de manière à ce que tout ce qui revient de droit aux paysans et aux paysannes, pour qu'ils soient indépendants, pour qu'ils acquièrent une autonomie de décision et de gestion de leur exploitation, que ce service-là soit gratuit. Donc, c'est valoriser au mieux les compétences en les faisant financer par les collectivités qui font appel aux services et aux compétences de la Chambre, et avoir un maximum de services gratuits au service des paysans et des paysannes.
c'est pas évident de parler en dernier sans dire à peu près la même chose que ceux qui ont parlé sur ce sujet-là. Bien sûr, moi je vais redire du temps pour la suite. Oui, non, mais sur ce sujet-là, bien sûr que moi je vais vous redire que sur l'installation et l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, il faut effectivement que ce soit le moins cher possible. Est-ce que ça doit être gratuit? Je ne sais pas si ça doit être gratuit toujours, mais en tout cas le moins cher possible. Et puis les cédants aussi devront, au même titre, on l'a dit, la transmission sera un enjeu, accompagner aussi sans être trop sévère sur la facture. Donc en fait, et après moi je pense qu'il y a un sujet qui a pas forcément été évoqué, mais pas oublié non plus, c'est toute la partie transition agricole, énergie renouvelable, et puis innovation sur lequel aussi les chambres d'agriculture doivent pouvoir être en mesure d'accompagner sans que ça coûte trop cher aussi aux agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui on demande aux agriculteurs de développer leurs outils, de développer leur exploitation, mais malheureusement on n'est pas en train de leur donner les moyens. Donc il faudra aussi que l'État dans ce domaine-là puisse donner la possibilité aux chambres d'agriculture d'accompagner le développement agricole, enfin la transition agricole souhaitée de manière un peu plus concrète. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.